Le fossoyeur m'a attrapé le bras alors que je m'éloignais du cercueil de mon père. Monsieur, sa voix était basse, urgente. J'ai quelque chose à vous dire. Pas maintenant, j'ai essayé de me dégager. Ma mère m'attendait près de la voiture. Les autres personnes endeuillées se dispersaient. J'avais une éloge funèbre dans ma poche que j'avais à peine réussi à prononcer sans m'effondrer. Mon père était mort. Raymond Mercé, 66 ans, crise cardiaque. Ils ont dit l'avoir trouvé dans son bureau il y a 3 jours, affalé sur son bureau, parti avant l'arrivée des ambulanciers. J'avais passé les 72 dernières heures à planifier des funérailles, à réconforter ma mère et à essayer de me maintenir pour ma femme et mes enfants. Je n'avais pas le temps pour ce que ce fossoyeur pouvait bien vouloir. Votre père m'a payé, a-t-il dit. Je me suis arrêté. Payé pourquoi? Le fossoyeur, un homme buriné d'une 50aine d'années avec de la terre sous les ongles et des yeux qui avaient vu trop d'enterrements, s'est penché. Payé pour enterrer un cercueil vide. Le monde a basculé. Je me sentais étourdi, déstabilisé, comme si le sol sous mes pieds s'était soudainement transformé en eau. Arrêtez de plaisanter. Mon père est mort. J'ai vu son corps lors de la veillée. Vous avez vu ce qu'il voulait que vous voyiez. C'est insensé. Il y a eu une veillée. Des gens ont signé le registre. Ma mère a embrassé son front. Le fossoyeur a pressé quelque chose dans ma paume, une clé. Petite, en laiton, avec un numéro estampé sur la tête, 17. Qu'est-ce que c'est? Ne rentrez pas chez vous. Sa voix est devenue un sifflement. Allez à l'unité 17, centre de stockage sur la route 9. Votre père a laissé des instructions. Des instructions? Il est mort d'une crise cardiaque il y a 3 jours. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. Rentrez seul à la maison. J'ai fixé le message. Quelque chose ne me semblait pas normal. Ma mère n'envoyait jamais de message comme ça, court, impératif, sans salutation, sans chéri ou mon cœur comme elle utilisait toujours. Le fossoyeur a vu l'écran. Son visage est devenu pâle. Ne le faites pas, a-t-il dit. Quoi que vous fassiez, ne rentrez pas chez vous. Pas encore. Allez à l'unité 17 maintenant. Pourquoi? Que se passe-t-il? Est-ce une sorte de blague malade? Votre père a dit que vous poseriez des questions. Il a dit que vous étiez avocat, toujours à chercher des preuves. Il a mis la main dans sa poche et en a sorti une enveloppe, jaunie et usée. Il me l'a donnée il y a 20 ans. Il m'a dit de vous la donner si jamais je devais vous remettre la clé. J'ai pris l'enveloppe. Mon nom était écrit sur le devant de la main de mon père. Il y a 20 ans. Il planifie ça depuis longtemps, mon garçon. Quoi qu'il y ait dans ce garde-meuble, il voulait que vous le trouviez. Et quoi que signifie ce message? Il a hoché la tête vers mon téléphone. Votre père en avait peur. Assez peur pour simuler sa propre mort. Il s'est retourné et est parti, disparaissant entre les pierres tombales. Je me tenais seul devant la tombe de mon père, tenant une clé dans une main et une enveloppe dans l'autre. Le cercueil derrière moi était vide. Le message de ma mère brillait sur mon téléphone, et plus rien dans ma vie n'avait de sens. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct, peut-être. Le regard sur le visage du fossoyeur, la bizarrerie du message de ma mère. Ou peut-être l'enveloppe. Je l'ai ouverte dans ma voiture, garée à l'orée du cimetière, les mains tremblant si fort que j'arrivais à peine à déchirer le seau. À l'intérieur, une seule feuille de papier couverte de l'écriture de mon père. Julian, si tu lis ceci, c'est que Marcus t'a donné la clé, ce qui signifie que j'ai dû disparaître. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu es confus, en colère, probablement convaincu que c'est une sorte de blague élaborée. Ce n'en est pas une. Tout ce que je vais te dire est vrai. Et je suis désolé, plus désolé que tu ne le sauras jamais d'avoir dû te le cacher si longtemps. Va à l'unité 17, route 9 stockage. La clé ouvrira la porte. À l'intérieur, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour comprendre. Mais Julian, et c'est la partie la plus importante, ne rentre pas chez toi. Pas avant d'être allé à l'unité. Pas avant de comprendre ce qui se passe. Si tu as reçu un message de ta mère te demandant de rentrer, surtout s'il sonne faux ou est inhabituel, n'y va pas. Ils l'ont. Ils l'utilisent pour t'atteindre.
Je t'expliquerai tout. Je te le promets. Ne fais confiance à personne sauf à la femme de l'établissement de stockage. Son nom est Patricia. Elle t'attend. Je t'aime, mon fils. Je t'ai toujours aimé. Et tout ce que j'ai fait, tout a été pour te protéger toi et ta famille. Va à l'unité 17 maintenant. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai démarré ma voiture et j'ai roulé jusqu'à la route 9. Le route 9 stockage était un vaste complexe à la périphérie de la ville, des rangées d'unités en tôle ondulée, des caméras de sécurité, une clôture grillagée surmontée de barbelés. Au bureau d'accueil, une femme attendait. Julien Mercé? Elle avait la fin de la quarantaine, professionnelle, avec des yeux vifs et une posture qui suggérait le militaire ou les forces de l'ordre. Elle portait des vêtements civils, mais quelque chose chez elle criait « agent fédéral ». Patricia. L'agent Patricia Holloway. FBI. Elle a montré un badge, puis l'a rangé aussi vite. Votre père a dit que vous viendriez. Suivez-moi. Attendez, le FBI? Qu'est-ce que le FBI a à voir avec mon père? Tout sera expliqué, mais pas ici. Elle a jeté un coup d'œil aux caméras de sécurité. Nous sommes surveillés. Nous devons bouger. Elle m'a conduit à travers le labyrinthe des unités de stockage, passant les numéros 1 à 16, jusqu'à ce que nous atteignions une unité tout au fond du complexe, l'unité 17. Utilisez la clé, a dit Patricia. J'ai inséré la clé en laiton dans le cadenas. Elle a tourné en douceur. Le cadenas a cliqué et s'est ouvert. J'ai soulevé la porte roulante, et mon père s'est levé d'une chaise à l'intérieur. Julien. Il semblait plus vieux qu'à la veillée, plus fatigué, mais vivant. Incontestablement, incroyablement vivant. Papa. Je sais. Je sais que c'est beaucoup, mais j'ai besoin que tu entres et que tu fermes la porte maintenant avant que quelqu'un ne nous voie. Je suis entré en trébuchant dans l'unité. Patricia a suivi, tirant la porte derrière nous. L'espace était plus grand que ce à quoi je m'attendais. Pas un garde-meuble typique. C'était une planque entièrement équipée, un lit de camp dans un coin, un petit réfrigérateur, des écrans d'ordinateur affichant des flux de sécurité de plusieurs endroits, un mur couvert de photographies, de documents, de cartes. De ficelles rouges reliant différents points comme dans un thriller de conspiration. Et au centre de tout cela, mon père, Raymond Mercé, l'homme que j'avais enterré 1 heure plus tôt. Comment? Ce fut le seul mot que je pus prononcer. Assieds-toi, mon fils. Il a fait un geste vers une chaise pliante. Ça va prendre un moment. Je me suis assis. Mes jambes ne m'auraient de toute façon pas tenu. Le corps à la veillée, à qui était-il? Un cadavre d'une école de médecine. Même taille, même corpulence. Les pompes funèbres ont été indemnisées pour ne pas poser de questions. Il a fait une pause. Je planifie cela depuis des mois, Julien. Depuis que j'ai appris que Victor Crane sortait de prison. Victor Crane? Qui est Victor Crane? Mon père a échangé un regard avec Patricia. Puis il a pris une profonde inspiration. C'est la raison pour laquelle je t'ai menti pendant toute ta vie d'adulte. L'histoire a pris 2 heures à raconter. En 1995, mon père avait 37 ans, un comptable prospère avec un cabinet en pleine croissance et une liste de clients fortunés. L'un de ses clients était un homme nommé Victor Crane. Crane dirigeait une entreprise légitime d'import-export sur le papier. En réalité, il était l'un des blanchisseurs d'argent les plus puissants de la côte est, nettoyant de l'argent pour des familles du crime organisé de Boston à Miami. Mon père ne le savait pas au début. Il ne voyait que les chiffres, les dépôts, les transferts, les sociétés écrans. Il lui a fallu 6 mois pour réaliser ce qui se passait. À ce moment-là, il était trop impliqué. J'aurais pu partir, a-t-il dit. J'aurais pu faire semblant de n'avoir rien vu. C'est ce que la plupart des gens auraient fait. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je suis allé au FBI. Elle a hoché la tête vers Patricia. Elle était mon agent de liaison, 28 ans, venait d'être nommé agent. Ils l'ont affecté à moi parce que personne ne pensait que l'affaire aboutirait. Elle a abouti, a dit Patricia. Votre père a porté un micro pendant 2 ans, a recueilli suffisamment de preuves pour démanteler toute l'opération de Crane, des centaines de millions en argent blanchi, des liens avec 6 familles du crime différentes. En 1998,
j'ai témoigné, a poursuivi mon père. Crane a été reconnu coupable, condamné à 30 ans. Il a fait une pause. J'étais censé entrer dans un programme de protection des témoins, mais le FBI m'a convaincu que la menace était écartée. Crane mourait en prison. Ils ont dit que son organisation était démantelée. Je pouvais vivre une vie normale. Et tu les as crus? Je voulais les croire. Ta mère et moi venions de nous marier. Nous voulions des enfants. Je ne pouvais pas imaginer élever une famille en me cachant, toujours à regarder par-dessus mon épaule. Alors, tu es resté. Je suis resté. J'ai changé certaines habitudes. Je suis resté vigilant. Mais au fil des ans, j'ai baissé ma garde. Crane était en prison. Ces gens s'étaient dispersés. Je pensais que c'était fini. Il s'est levé, a marché vers le mur de photographie. Puis, il y a 3 mois, Victor Crane a été libéré. La photo montrait un homme à la fin de la cinquantaine, cheveux argentés, yeux froids, le visage de quelqu'un qui avait passé 25 ans en prison à planifier sa vengeance. Bonne conduite, a dit mon père amèrement. 2 ans au lieu de 30. Et le jour où il est sorti de cette prison, il a commencé à élaborer ses plans. Des plans pour quoi? Pour ça. Il a montré une autre section du mur. Des photos de notre famille, moi, ma mère, Céleste, Emma et Oliver. Mon sang s'est glacé. Il nous cible. Tout le monde, toute la famille Mercé. Il a eu 25 ans pour réfléchir à ce que je lui ai fait. 25 ans pour planifier sa vengeance. La voix de mon père s'est brisée. Comment le sais-tu? Patricia s'est avancée. Nous avons des informateurs au sein de son organisation. Quand Crane est sorti, il a immédiatement commencé à contacter d'anciens associés. En une semaine, il avait réuni une équipe. En un mois, il avait un plan. Un plan pourquoi? Pour assassiner toute votre famille, a-t-elle dit platement. Votre mère, votre femme, vos enfants, tous, avec votre père forcé de regarder. J'ai eu la nausée. Littéralement la nausée. Mon estomac se tordait, ma tête tournait. C'est pourquoi j'ai simulé ma mort, a dit mon père. Si Crane pense que je suis mort, il pourrait perdre tout intérêt. Il pourrait décider que la vengeance n'en vaut pas la peine si sa cible est déjà partie. Mais le message de maman. Le visage de mon père s'est assombri. C'est pourquoi je t'ai dit de ne pas rentrer chez toi. Ils l'ont. Nous ne le savons pas avec certitude. Mais ce message, ce n'était pas elle. La formulation était étrange. Pas de salutation, pas de chaleur. Votre mère n'enverrait jamais de message comme ça. Donc les gens de Crane sont probablement chez vous en ce moment, en attendant que vous entriez. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé ma femme. Céleste a répondu à la 2e sonnerie. Julien, comment étaient les funérailles? Quand rentres-tu à la maison? Où es-tu? Chez tes parents. Ta mère nous a invités à dîner après la cérémonie. Nous attendons juste que toi et elle arriviez. Mon cœur s'est arrêté. Maman n'est pas là. Non, elle a dit qu'elle devait faire une course après les funérailles. Elle nous a demandé d'y aller et de nous installer. Une pause. Julien, tout va bien? Tu as l'air étrange. Céleste, écoute-moi très attentivement. Prends Emma et Oliver et quitte cette maison tout de suite. Quoi? Pourquoi? Je ne peux pas expliquer. Fais-moi juste confiance. Prends les enfants et va quelque part de public, un restaurant, un centre commercial, n'importe où avec beaucoup de monde. Et ne dis à personne où tu vas. Julien, tu me fais peur. Je sais. Je suis désolé, mais j'ai besoin que tu fasses ça maintenant. Une longue pause. Puis, d'accord. D'accord. Nous partons. Appelle-moi quand vous serez en sécurité. Et Céleste, ne retourne pas non plus à notre maison. Pas avant que tu aies de mes nouvelles. J'ai raccroché et je me suis tourné vers mon père. Céleste et les enfants sont chez toi. Les gens de Crane pourraient être là aussi. Ils n'y sont pas. Patricia vérifiait quelque chose sur son téléphone. Nous avons une surveillance sur la résidence Mercé. 2 hommes sont arrivés il y a environ 1 heure. Ils sont à l'intérieur et attendent. Attendre quoi? Toi ou ta mère? Celui qui se présentera en premier.
Où est ma mère? Le visage de mon père était sombre. C'est ce que nous devons découvrir. Les 3 heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Patricia a appelé son équipe, 6 agents du FBI qui surveillaient la situation à distance. Ils ont installé un centre de commandement dans l'unité 17, traquant les mouvements de crâne, analysant la menace. Nous avons appris que ma mère avait été enlevée du parking du cimetière. Des images de surveillance montraient un SUV noir s'arrêtant à côté de sa voiture, 2 hommes en sortant, l'un d'eux lui mettant quelque chose sur le visage, du chloroforme probablement, et la poussant dans le véhicule. Ils l'ont prise pour vous faire sortir, a expliqué Patricia. Crane sait que les funérailles étaient fausses. Il n'est pas stupide. Il sait que votre père est toujours en vie. Comment? Nous ne sommes pas sûrs. Peut-être a-t-il quelqu'un à l'intérieur des pompes funèbres. Peut-être qu'il nous observe depuis plus longtemps que nous ne l'avons réalisé. Elle a secoué la tête. Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il a Vivien et qu'il va l'utiliser comme appât. Alors que faisons-nous? Nous lui donnons ce qu'il veut, a dit mon père calmement. Papa, pas toi. Moi. Il s'est levé. Crane veut se venger de l'homme qui l'a mis en prison. C'est moi. Si je me rends, il laissera partir ta mère. Tu ne peux pas le savoir. Je connais Victor Crane. J'ai passé 2 ans à l'écouter via un micro. Il est cruel, mais il est aussi pragmatique. Tuer une femme de 62 ans ne satisfait pas son besoin de vengeance. Me tuer, oui. C'est insensé. Tu ne peux pas, Julien. Mon père a posé ses mains sur mes épaules. J'ai passé 25 ans à vivre avec la culpabilité de ce que j'ai fait. Ne pas témoigner. C'était la bonne chose à faire. Mais mettre ma famille en danger, te laisser grandir sans connaître la vérité. Te regarder construire une vie qui pourrait être détruite à tout moment par un monstre que j'ai aidé à créer. Tu ne l'as pas créé. Non. Mais j'ai provoqué l'ours et ensuite j'ai fait semblant que l'ours n'existait pas. Il a souri tristement. C'est ma chance de réparer les choses. De te protéger, ta mère, ta femme, tes enfants, de enfin mettre fin à tout cela. Patricia s'est avancée. Il y a peut-être une autre solution. Nous nous sommes tous deux tournés vers elle. Crane veut une confrontation. Très bien. Nous lui en donnerons une, mais à nos conditions, pas aux siennes. Le plan était dangereux, risqué, le genre de choses qui fonctionnent dans les films et fait tuer des gens dans la vraie vie. Mais c'était le seul plan que nous avions. Les hommes de Crane avaient été retrouvés dans un entrepôt abandonné sur les quais, une ancienne installation portuaire inutilisée depuis des années. Parfait pour un homme qui voulait de l'intimité pour sa vengeance. Mon père entrerait le premier, s'offrirait en échange de ma mère. Il ferait parler Crane pendant que le FBI se mettait en position. Puis, au bon moment, les agents prendraient d'assaut le bâtiment, arrêteraient Crane et ses hommes, et secouriraient ma mère. Quel est mon rôle, ai-je demandé. Vous restez ici, a dit Patricia, avec l'équipe de commandement, à surveiller les communications. Non, Julien. C'est ma mère qui est là-dedans. Mon père risque sa vie. Je ne vais pas rester dans un garde-meuble à regarder ça sur un écran. Patricia a regardé mon père. Il m'a regardé. Il est têtu, a dit mon père. Il tient ça de sa mère. Je peux me débrouiller. Je ne suis pas un enfant. Non. Tu es un avocat d'affaires qui n'a jamais tiré un coup de feu de sa vie. Alors donnez-moi une arme et dites-moi quel bout pointer. Mon père a souri. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans l'unité 17, il ressemblait à l'homme dont je me souvenais, fier, féroce, sans peur. D'accord, mais tu fais exactement ce que je dis. Et si les choses tournent mal, tu cours. Tu ne regardes pas en arrière. Tu prends ta femme et tes enfants et tu disparais. Papa, promets-le-moi. Julien. Je voulais argumenter. Je voulais lui dire que je ne l'abandonnerais pas quoi qu'il arrive. Mais j'ai vu le regard dans ses yeux, le même regard qu'il avait quand j'étais enfant, et qu'il essayait de me protéger de quelque chose que j'étais trop jeune pour comprendre. Je le promets. L'entrepôt se dressait contre le ciel du soir, une silhouette imposante de rouille et de décomposition. Nous avons approché depuis le côté de l'eau, en utilisant un vieux canal de drainage qui menait à une entrée de service. Mon père est entré le premier, désarmé, les mains visibles. J'ai suivi avec 2 agents,
restant dans l'ombre. L'intérieur était vaste et sombre, éclairé seulement par des lampes industrielles suspendues au plafond. Au centre de cette obscurité, entouré d'une demi-douzaine d'hommes armés, se tenait Victor Crane. Il ressemblait exactement à sa photographie, cheveux argentés, yeux froids, la patience immobile d'un prédateur. À côté de lui, ligotée à une chaise, se trouvait ma mère, Vivien Mercé. Raymond Mercé, la voix de Crane a résonné dans l'espace vide. Je savais que tu n'étais pas mort. Les funérailles étaient une belle touche, cependant. Très dramatique. Laisse-la partir, Victor. C'est entre nous. Entre nous? Crane a ri. Un son dur et laid. Tu m'as pris 25 ans. 25 ans dans une boîte en béton, à penser à tout ce que tu m'as volé, mon entreprise, ma réputation, ma vie. Il s'est approché de ma mère. Tu penses que je vais te laisser entrer ici et négocier? Je ne négocie pas. Je t'offre ce que tu veux. Moi? Prends-moi et laisse ma famille partir. Ta famille? Les yeux de Crane ont balayé l'entrepôt. Ton fils est là aussi, n'est-ce pas? Caché quelque part dans l'ombre. Je peux sentir sa peur. Mon sang s'est glacé. Il n'est pas là. Je suis venu seul. Ne me mens pas, Raymond. J'ai eu 25 ans pour apprendre la patience. Je peux attendre toute la nuit. Il a sorti une arme et l'a pressée contre la tempe de ma mère. Ou je peux commencer à tirer et voir qui vient en courant. Arrête. Le mot m'a échappé avant que je puisse réfléchir. Je suis sorti de l'ombre, les mains levées. Je suis ici. Ne lui faites pas de mal. Crane a souri. Le voilà. Julien Mercé, le fils, l'héritage. Il a fait un geste à ses hommes. Amenez-le-moi. Deux des hommes de main de Crane m'ont saisi les bras, m'ont traîné au centre de l'entrepôt. J'ai été jeté à genoux à côté de mon père. Maintenant, c'est mieux, a dit Crane. Toute la famille réunie, presque. Céleste et les enfants sont partis depuis longtemps, a dit mon père. Tu ne les trouveras jamais. Je t'ai trouvé, n'est-ce pas? J'ai trouvé ta femme, Crane a haussé les épaules. Je les trouverai un jour, mais d'abord, il a levé son arme. D'abord, je vais te faire regarder ton fils mourir comme j'ai regardé mon empire mourir. Pièce par pièce, personne par personne. Victor, attends. Plus d'attente. Crane a pointé l'arme sur ma tête. 25 ans, c'est assez long. J'ai fermé les yeux, j'ai pensé à Céleste, Emma, Oliver. Je suis désolé, ai-je pensé. Je suis tellement désolé. Le coup de feu fut assourdissant. Mais je ne suis pas mort. J'ai ouvert les yeux sur le chaos. Des agents du FBI se précipitaient par toutes les entrées, des lampes torches fendaient l'obscurité, des voix criaient des ordres. Les hommes de Crane se dispersaient, certains essayaient de se battre, d'autres de fuir. Crane lui-même était au sol, se serrant l'épaule, l'arme arrachée de sa main. Patricia se tenait au-dessus de lui, son arme encore fumante. Victor Crane, vous êtes en état d'arrestation. Mon père était déjà aux côtés de ma mère, coupant ses liens, la serrant dans ses bras. Elle pleurait, tremblait, mais elle hochait la tête. Je vais bien. Je vais bien, Raymond. Tu es vivant. Je suis vivant. Nous sommes tous vivants. Je me suis agenouillé à côté d'eux, les serrant tous les deux dans mes bras. Mes parents, vivants, ensemble. Autour de nous, le FBI sécurisait la scène, menottant les hommes de Crane, appelant un soutien médical, photographiant les preuves. C'était fini. 25 ans de secret, de peur, de regarder par-dessus son épaule, et c'était enfin fini. Les conséquences furent compliquées. Victor Crane a été inculpé d'enlèvement, de tentative de meurtre et d'une douzaine d'autres délits. Cette fois, il n'y aurait pas de libération anticipée pour bonne conduite. Il mourrait en prison. Ma mère a passé une nuit à l'hôpital pour observation. Elle était indemne, secouée, traumatisée, mais physiquement indemne. Mon père a dû répondre à des questions, beaucoup de questions. Le FBI avait approuvé sa mort simulée, mais il y avait encore des procédures à suivre, des rapports à rédiger, des obstacles bureaucratiques à franchir. Et il y avait moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, lui ai-je demandé 3 jours après l'entrepôt.
Nous étions assis sur le porche d'une planque, regardant le coucher de soleil. 25 ans, papa. Tu aurais pu me dire la vérité. Et quoi? Te charger de cela? Te faire vivre dans la peur comme je l'ai fait? Il a secoué la tête. Tu étais un enfant quand Crane est allé en prison. Je voulais que tu aies une vie normale, université, carrière, mariage, enfant. Je ne pouvais pas te donner cela si tu savais. Alors, tu as menti. J'ai omis. J'ai protégé. Il m'a regardé. Julian, chaque choix que j'ai fait, chaque mensonge, chaque omission, chaque secret était pour te garder en sécurité. Je sais que cela ne le rend pas juste, mais j'ai besoin que tu comprennes. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. Je suis resté silencieux pendant un long moment, pensant à mes propres enfants, à ce que je ferais pour les protéger. Mentirais-je? Simulerais-je ma propre mort? Garderais-je un secret pendant 25 ans si cela signifiait les garder en sécurité? Oui. La réponse était oui. Je comprends, ai-je dit finalement. Je n'aime pas ça, mais je comprends. Mon père a tendu la main et a pris la mienne. Merci, mon fils. 2 ans se sont écoulés depuis les funérailles de mon père. Les funérailles où il n'était pas mort. Les funérailles qui ont tout changé. J'ai 38 ans maintenant. Je pratique toujours le droit, bien que j'ai changé d'orientation. Moins de travail en entreprise, plus de cas pro bono pour les familles en crise. L'expérience m'a changé, m'a fait réaliser ce qui compte vraiment. Mon père a 68 ans. Lui et ma mère ont vendu leur ancienne maison, ont déménagé dans un plus petit endroit sur la côte. Ils sont plus heureux que je ne les ai jamais vus, libérés enfin de l'ombre qui pesait sur eux depuis un quart de siècle. Céleste sait tout maintenant. Je lui ai raconté toute l'histoire, du début à la fin, après l'arrestation de Crane. Elle était en colère au début, en colère que je l'ai laissée dans l'ignorance, que j'ai mis elle et les enfants en danger en allant à cet entrepôt. Mais elle m'a pardonné parce que c'est ce que l'amour fait. Il pardonne. Emma a 8 ans maintenant. Oliver a 6 ans. Ils savent que leur grand-père a été malade pendant un certain temps mais qu'il s'est rétabli. Ils n'ont pas besoin de savoir le reste. Pas encore. Peut-être jamais. Nous dînons le dimanche chez mes parents. Mon père fait des steaks au barbecue pendant que ma mère joue avec les petits-enfants. Nous mangeons ensemble, rions ensemble, racontons des histoires sans importance. Des choses familiales normales. Le genre de choses que je tenais pour acquises avant d'apprendre à quel point elles pouvaient être facilement enlevées. Le fossoyeur, Marcus Webb, m'a envoyé une carte de Noël l'année dernière. Heureux que tout se soit bien passé, disait-elle. Votre père est un homme bon. Prenez soin de lui. Je l'ai encadré, je l'ai mise sur mon bureau comme un rappel. Un rappel que parfois les gens qui vous sauvent la vie sont des étrangers. Que parfois la vérité est cachée pour les bonnes raisons. Que parfois les morts ne restent pas morts. Et c'est d'accord. C'est plus qu'une bonne chose. Mon père et moi nous parlons tous les jours maintenant, pas du passé. Nous avons épuisé ce sujet, l'avons retourné et examiné sous tous les angles. Nous parlons de l'avenir, de mon travail, de sa retraite, des pièces de théâtre scolaire des enfants et des matchs de football, des choses normales entre père et fils. La semaine dernière, nous étions assis sur son porche, regardant Emma et Oliver chasser les lucioles dans la cour. Je n'aurais jamais cru avoir ça, a-t-il dit calmement. Avoir quoi? Cette paix. Une famille qui connaît la vérité et m'aime quand même. Il m'a regardé. Un fils qui m'a pardonné. Il n'y avait rien à pardonner, papa. Il y avait tout à pardonner. Je t'ai menti toute ta vie. Je t'ai mis en danger. Je t'ai fait croire que j'étais mort. Tu l'as fait pour me protéger. Cela ne le rend pas juste. Non, mais cela le rend compréhensible. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu es mon père. Quoi que tu aies fait, quels que soient les secrets que tu as gardés, tu es toujours mon père, et je t'aime. Il n'a rien dit, il a juste levé la main et a serré la mienne. Nous sommes restés assis en silence, regardant les enfants jouer tandis que le soleil se couchait sous l'horizon. Une famille ensemble, vivante. C'est tout ce qui compte. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais que cela semble impossible, un père simulant sa mort,
un fossoyeur avec une clé secrète, un chef du crime cherchant vengeance après 25 ans. Mais c'est arrivé. Tout cela. Et je le partage parce que je pense qu'il y a une leçon ici. La leçon est la suivante, les personnes que nous aimons nous cacheront parfois des secrets. Elles nous mentiront, nous cacheront des choses, prendront des décisions sans nous consulter. Et sur le moment, cela peut ressembler à une trahison. Mais parfois, pas toujours, mais parfois, ces secrets sont gardés par amour. Ces mensonges sont dits pour nous protéger. Ces décisions sont prises parce que la personne qui les a prises ne pouvait supporter de nous voir souffrir davantage. C'est ce que mon père a fait. Il m'a menti pendant 25 ans parce qu'il m'aimait trop pour me charger de la vérité. Je ne dis pas que c'était juste. Je ne dis pas que vous devriez pardonner tous les mensonges, faire confiance à tous les gardiens de secrets, accepter toutes les omissions. Mais je dis ceci, avant de juger, essayez de comprendre. Avant de condamner, essayez d'empathiser. Avant de partir, essayez de voir l'amour derrière le mensonge. Parce que parfois la personne qui vous a blessé l'a fait parce qu'elle ne pouvait supporter de vous voir souffrir pire. Et c'est aussi une forme d'amour. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Que feriez-vous si vous découvriez que votre parent a simulé sa mort pour vous protéger? Seriez-vous en colère ou reconnaissant? Leur pardonneriez-vous ou ne leur feriez plus jamais confiance? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Commentez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire. Je vous retrouverai dans la prochaine. Nous sommes dimanche matin maintenant. Les enfants dorment encore. Céleste prépare le café. Mon téléphone vibre avec un message de mon père. J'arrive pour le petit déjeuner, j'apporte les célèbres crêpes de maman. Je souris. Je réponds par message, portes ouvertes. 1 heure plus tard, nous sommes tous assis autour de la table de la cuisine. 3 générations. Crêpes et sirop et rire et amour. Mon père croise mon regard de l'autre côté de la table, me fait un clin d'œil. Pas mal pour un homme mort, murmure-t-il. Je ris. Nous rions tous. Et la vie, belle, compliquée, miraculeuse, continue.